On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique. Enfin voilà, c'est pas un secret. Oui, on échange avec Erin. J'étais encore en message avec elle ce matin, avec Vanessa, Grégoire, avec Gabriel à travers leur agent, avec l'idée que ce soit Amandine Pierre-Louis, que ce soit Marie-Yasmine, Lidou, c'est des noms qu'on veut ramener, on se le cache pas, hein, on veut les ramener. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Salut tout le monde, bienvenue à Au fond des filets. On est en mode grande entrevue. Les lundis, on a un long entretien et animé. Toujours ces discussions avec Frédéric Laure. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Marinette Pichon, qui est maintenant, parce que la dernière fois qu'on l'a eu ici en studio, c'était pas tout à fait la même réalité, au sortir, et je suis généreux en disant au sortir de la pandémie, maintenant directrice sportive d'une équipe qui a toujours pas de nom, mais qui en aura un bientôt en Super Ligue du Nord, équipe d'expansion, Ligue d'expansion en 2025. Marinette, comment ça va? Ben, ça va très bien. Et toi, Olivier? Ça va bien. Aimais-tu les mathématiques quand tu étais jeune? Je pense que j'étais plutôt français. OK. Est-ce que ça répond à ta question? Une Française français. Je réfléchissais à comment te présenter en début d'entretien pour des auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas. Je pense que tu es consciente que c'est un exercice assez compliqué à faire, merci. Question de faire le tour, je me suis dit 14, 112, 81, 1. On va essayer de résumer, puis tu me diras si mes chiffres sont tout croche. 14 ans en équipe de France. Parfait. 112 sélections. On est toujours bon. 81 buts. Oui. On a toujours accordé un 82e, mais j'en ai marqué 81. Bon, tu aurais pu le prendre. C'est pas moi qui t'aurais obstiné. C'est peut-être Eugénie Le Sommer, à un moment donné, qui aurait eu plus de job à faire. Elle est loin maintenant, Eugénie devant. Exactement. Moi, ça aurait fait patienter un petit peu. Première Française à jouer professionnellement en Amérique du Nord. Oui. Première athlète professionnelle en France à faire son coming out aussi. Oui. C'est facile comme ça pour quelqu'un qui n'a absolument rien accompli dans sa carrière. Là, de ces chiffres-là, duquel tu es le plus fier? Je dirais peut-être de celui qui a servi le plus la communauté, c'est-à-dire le coming out. Tout simplement parce que c'était une position que j'aurais pu... refuser de prendre et puis voilà, c'est ça, j'y suis allée en partageant les choses de façon naturelle, en me disant que c'était ma vie, que je l'impose pas et je demande pas aux personnes de l'accepter, mais si ça pouvait faire avancer un peu quelques états d'esprit, c'était tout bonifiant, donc ouais, non, je pense que c'est celui-ci. J'en suis fière aussi des autres évidemment, mais tu m'as demandé de choisir. Ouais, je t'ai demandé de choisir. Écoute, ça me fait... c'est chamboulant un petit peu pour un gars qui n'a jamais été capable de marquer un but de sa vie. Non, c'est pas vrai. Il en a marqué. On fait des matchs de gala ensemble avec Pat Bernier. Et tu marques des buts. Ouais, on marque autant de buts qu'on prend de consommation après le match. Fait que c'est 2-3, ça, à peu près. Peut-être par match, mais je parle pour toi. Peut-être un peu moins pour moi. Les passes décisives, ça fait mon affaire. Quand tu as été nommée directrice sportive de cette équipe-là, de Super Ligue du Nord, je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est toujours sans nom, mais pour quelques jours seulement. C'est le 8 octobre que ça va officiellement être dévoilé avec l'image de marque, etc. Je pense qu'on a décidé, à juste titre, de faire les choses un peu plus vite qu'avec la Ligue de hockey féminine, qui a commencé dans un contexte différent. Mais quand j'ai appris que tu allais être directrice sportive, je me suis dit, il y a quelque chose de spécial. Tu es venue ici comme première Française à jouer en Amérique du Nord. Là, tu es dans un poste de direction avec une ligue canadienne, sachant que toi, tu as vécu la faillite d'une ligue américaine. Ça s'appelait quand même la NWSL dans le temps, si je me trompe pas. Ça s'appelait la Women United Soccer Association, la WUSA. Bon. Tu y as joué 4 ans? 3 ans. Puis finalement, ça fait faillite. Je me suis dit, il y a peut-être un feeling de... C'est pour ça que je suis venu au Canada, finalement. Puis je le savais pas trop. Est-ce qu'il y a eu cette réflexion-là de trajectoire ou...
Je me dis C'est que trop la philosophique? vie, non, c'est pas du tout faux philosophique. Je pense que c'est les prises de risques dans la vie qui t'amènent à te créer des opportunités. Je suis partie de la France. Dit comme une vraie attaquante, ça. Ouais, je gagnais un salaire très confortable, le double, le triple de ce que j'ai pu percevoir au début ici. Donc c'était des vrais risques. On embarquait avec ma famille, avec ma femme, mon plus jeune. Et les opportunités, je les ai créées. Alors parce que j'avais envie de vivre des nouveaux projets. Tu vois, tu sais, à un moment donné, dans ta carrière, tu choisis plus les personnes avec qui tu as envie de travailler dans l'environnement que l'objectif de carrière. Donc, quand je suis arrivée au Canada, c'était ça. J'ai eu la chance de travailler donc avec le Lac Saint-Louis, puis après avec le club de la salle soccer. Et aujourd'hui, j'ai cette magnifique opportunité qui m'a été proposée à travers le club de Montréal. Et puis, au final, le choix initial que j'avais fait de travailler avec des personnes c'est vraiment porté humain, valeur au sein du projet et autres. Je les rencontre avec Annie, ma présidente, Annie Larouche, que ce soit avec Jean-François Crevier ou Isabelle et Chevalier. Exactement. Et puis avec toute la belle équipe qui est autour maintenant, qu'on est en train de construire tant sur le département administratif que technique. Et ces équipes, ces deux équipes et cette équipe unique nous ressemblent à travers nos valeurs, notre personnalité. Et ça, c'est du bonbon. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui nous ressemblent autour de nous? Ça me ferait peur un peu, moi, si tu me dis tu travailles avec un paquet d'oliviers, je ne suis pas certain. Là, je pense que le feu pogne à quelque part. Non, mais les valeurs, je pense que les valeurs centrales et communes, c'est ça. C'est ça, c'est le respect, l'éthique de travail, l'engagement et puis l'envie de faire partir de cet héritage. Donc on coche toutes ces cases-là et à partir de là, c'est une magnifique aventure qui est en train de s'écrire. Et je pense que on le voit autour de nous, l'engouement est de plus en plus présent, les sollicitations sont de plus en plus présentes. Les investisseurs. Et, les investisseurs, on le voit à travers nos réseaux. Ça prend forme et je pense que cette ligue et notre belle équipe va vite s'envoler. Comment ça s'est passé, le premier contact? Tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour faire le tour de toutes les personnes qui pourraient être pertinentes au Québec pour un projet féminin, pour tomber sur toi. En même temps, quel rôle te donner, comment t'approcher pour que tu y crois, comment te présenter le projet, ça peut être une autre affaire. Comment se sont faits les premiers contacts, puis à quel moment tu t'es dit « Ouais, OK, c'est la place pour moi ». En fait, les premiers contacts, j'ai été approchée par le cabinet Bloomsport qui avait été mandaté pour le recrutement de chasseurs de tête, donc par le club de Montréal. Par les propriétaires. C'est ça, par les propriétaires. Et puis Annie, qui à l'époque était à ce moment-là consultante sur le projet. Donc... C'était très simplement un petit mot sur les réseaux. Voilà le projet. Est-ce que vous souhaiteriez un premier rendez-vous, qu'on puisse en discuter? J'en ai parlé à ma conjointe et j'ai dit je vais dire oui. Je dis oui. C'est pas parce que j'étais pas bien où j'étais. Non. C'était que c'est une opportunité que tu peux pas te permettre de refuser. Et ça puis reviendra après, jamais ça à a pris Montréal. un processus. Non, ça a pris un processus de 4 ou 5 entretiens jusqu'à la validation finale avec des présentations, avec différents aspects pour savoir si oui ou non tu as les épaules tant sur le plan managérial que sur le plan administratif. Parce que manager, c'est bien, mais manager de façon collaborative, c'est d'autant plus important. Et puis c'est de savoir aussi s'entourer des meilleures personnes et ne pas avoir peur de s'entourer des meilleures personnes. Donc, je suis allée dans ce processus en me disant, voilà, j'y vais, je donne tout. J'ai eu la chance d'obtenir ce poste, de convaincre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'entourer des gens qui vont amener leur plus-value aux différentes positions dans cette magnifique organisation. Quand on parle de toi, de ton parcours, Marinette, on focalise beaucoup sur l'aspect sportif. Je pense que les mathématiques que je t'ai sorties, mathématiques du dimanche, là, j'en conviens que je t'ai sorties tantôt. Mathématiques du lundi? Oui, t'as raison. En sont un bon exemple, mais ta réalité professionnelle puis la réalité du foot féminin professionnel
de l'époque, de ton époque, je veux pas te dater trop, là, j'ai l'impression de donner un cours d'histoire en ce moment ou d'anthropologie. Le dinosaure va sortir de la pièce. Ouais, exactement. Désolé, c'est pas le feeling que je voulais donner. Non, mais la réalité faisait en sorte que tu as dû travailler dans un métier qui n'était pas nécessairement lié au foot directement. Qu'est-ce qui est jusqu'ici, parce qu'on est encore au balbutiement de ton travail comme directrice sportive dans Super Ligue du Nord, qu'est-ce qui est le plus utile? Ce que tu as vécu dans le foot ou tout l'aspect vie de travail, je veux pas dire corpo, là, mais la vie de bureau, puis toutes ces dynamiques-là que tu dois négocier pour t'assurer qu'un maximum de gens dans ton organisation sont heureuses? Je pense que déjà, j'ai été très chanceuse parce que dans toute ma carrière, j'ai côtoyé et travaillé dans le milieu du sport. Le milieu du sport de façon générale et puis le milieu du soccer vraiment plus en approfondi. Donc tout ce qui me sert aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai vécu du côté administratif, c'est-à-dire les relations professionnelles, la gestion de dossiers, la priorité, les urgences. Mais ce qui me sert le plus, c'est ce relationnel que j'ai développé durant toutes ces années d'approche et puis le relationnel que j'ai eu avec mes joueuses en France quand j'étais directrice générale du PFC, où je suis allée chercher plusieurs internationales, où je suis allée négocier les contrats, où j'avais déjà une appétence sur la relation humaine. C'est l'importance de valoriser l'être humain avant de valoriser l'athlète. Évidemment, tout ça me sert aujourd'hui. J'ai acquis et enrichi cette expérience. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un territoire différent, avec un nom qui est peut-être un peu moins connu. Et au final, quand j'écris aux joueuses ou quand je passe par leur agent, il y a quand même une connexion qui se fait. Ah ben oui, il y a un respect qui s'installe de par ma carrière et puis, j'espère, de par ma personnalité. Donc, je dirais que c'est un mixte de l'expérience que j'ai eue dans les bureaux en tant qu'administrative et du formatage que j'ai reçu. Et puis, il y a ce côté athlète de haut niveau où je sais que pour séduire une joueuse, il faut lui parler du terrain, il faut lui parler de l'identité de jeu, il faut lui parler du coach, il faut lui parler de sessions, dont lui donner les éléments de sessions de vidéo parce qu'elles adorent le feedback et on adore ça. Lui parler de transparence, d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. Parce que ce qu'on aime, c'est pas nous vendre de la poudre aux yeux, en fait. Ce qu'on veut, et ce que les joueuses veulent, c'est absolument de la sincérité et de la communication. Du moment où tu établis des bases sereines et saines avec ton groupe, tes joueuses, ton staff, tes patrons, il n'y a pas de problème. Exactement. Ça peut durer parce que la poudre aux yeux, ça marche une fois. Puis après, c'est pas juste avec les gens concernés, c'est tous les réseaux de ces gens concernés-là. Puis ça peut... Et puis après, tu dois faire face aux conséquences. Exact. Parce que si tu décides de jeter cette petite poignée de sable et de poudre aux yeux, derrière, tu sais très bien que le sable il va être un peu volatile et puis il va redescendre. Donc à un moment donné, il va falloir gérer cette retombée. Et il est plus difficile de gérer la retombée que d'être sincère et authentique dès le départ. Et c'est ce qui est important aujourd'hui dans nos approches avec Robert, le head coach, et puis avec mon équipe, mon staff, mais aussi le staff de Dany. Pourquoi directrice sportive et pas coach, justement? Parce que j'ai un super coach. Est-ce que les deux options étaient sur la table? Pas du tout. Et puis je me sens, c'est pas parce que j'ai été une très bonne athlète que je suis légitime en tant que head coach. J'ai pas fait le parcours que Robert a fait. J'ai pas l'expérience qu'il a pu emmagasiner pendant toutes ces années. Les relations qu'il a créées aussi avec ses joueuses, les joueuses qu'il a eues avant et d'autres joueuses sur les différents niveaux. On parle d'université, on parle de semi-pro et autres. Donc je pense que il y a une place, une position et des compétences pour chacun d'entre nous, entre guillemets, dans la société. Et moi, je n'ai pas envie de marcher sur les plates-bandes. Je sais dans quoi je peux être bonne, très bonne. Et puis là où je m'efface bien volontairement, je peux partager, on se challenge avec Robert, et c'est assez sympa d'ailleurs, parce qu'on peut tous dire... si on n'est pas d'accord sur un truc, on va se challenger, on va s'expliquer, on va s'argumenter. Et aujourd'hui, il est pleinement légitime sur cette position. Et moi, je le soutiens à 200%. Tu parlais tout à l'heure de gens qui connaissent peut-être un peu moins ton nom ici. Je présume que même en Europe, avec les années qui passent, il y en a peut-être aussi qui le connaissent moins. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Est-ce qu'à quelque part, ça t'a fait du bien d'arriver à quelque part où on ne te connaissait pas? Parce que je t'écoutais parler de ta rencontre avec ta femme Ingrid qui ne savait pas t'étais qui le premier soir.
Ça peut venir avec son lot de défis parce qu'il faut convaincre quelqu'un, conquérir une relation quelconque. Mais en même temps, ça vient avec une belle page blanche qu'on peut écrire sans tout l'a priori d'avant. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu, arriver au Québec, là, si on extrapole un peu ta relation avec Ingrid, mais avec une communauté au grand complet? C'est exactement ça. Je crois que j'avais besoin de me recentrer sur moi et que les gens m'apprécient pour la personne que j'étais et pas pour le nom que j'étais ou que je suis. Ce que tu as dit, ce que tu as fait. C'est ça, parce que il y a toujours des approches un peu différentes. Ah ben, oh là là, Marinette Pichon, nanana. Et puis en fait, quand ils me connaissent pas, et j'ai eu le cas, et après c'était très drôle d'ailleurs, on a passé une super soirée, on rigolait, on me trouvait drôle, voilà. Et puis à la fin de la soirée, il y a quelqu'un qui vend la mèche. Puis alors après, tu sais, il y a cette forme de respect qui reprend place. Et non, mais j'ai pas changé. Enfin, je change pas. Je suis toujours la même. Je vais toujours vous apprécier pour les mêmes choses. Et ce que j'aime au final, c'est dans cette relation. Et ce que j'ai aimé quand je suis arrivée ici au Québec, c'était de me dire voilà, personne me connaît. Je vais faire mes preuves. Je vais montrer de quoi je suis capable. Je vais montrer la belle personne que je suis. Et puis après, on verra. Et à date, je vis un rêve, je suis très heureuse, j'ai de très belles affinités, des vraies amitiés profondes avec certains amis, et puis les gens même pour ce que je suis, pour la personne que je suis, et maintenant avec les compétences que j'ai développées. La réponse serait certainement très différente d'une Française ou d'un Français à un autre. Vous êtes bien. Chaque fois que je te parle, tu n'as que des bonnes choses à dire sur le Québec, qui a ses travers comme n'importe quel autre endroit dans le monde. Est-ce qu'on apprécie plus le Québec quand on y est ou quand on retourne en France? Quand on retourne en France, ah ouais? Absolument. Il y a cette acceptation, il y a cette diversité, il y a se laisser aller, la place pour tout le monde ici au Québec. On encourage ça, on développe le culturalisme, on développe la diversité, on développe tous ces différents aspects en France. Tu reviens et tu fais face à des personnes qui sont malheureuses, qui ont les meilleurs avantages du monde probablement, avec 10 semaines de congés par an pour la plupart, avec des salaires généreux, avec des temps de repos, avec des flexibilités professionnelles, avec des cadres de vie au top. Et finalement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu vas dans le taxi. Moi, la première chose qui m'est marquée, première fois on est rentré avec ma famille en France pour le film, on n'était pas monté dans le taxi, il y avait tout le monde qui klaxonnait déjà, et ça klaxonnait, c'était debout sur les clés. Je me dis c'est pas possible, et là je dis bon retour en France. T'es débarqué à Paris, je présume? Oui, ouais. À Charles de Gaulle, et ça n'a pas arrêté. Alors les gens n'ont pas le temps de traverser sur les passages piétons. Enfin t'as l'impression que tout le monde vit à 200 à l'heure et que personne ne respecte personne. Alors qu'ici tu sens, j'idéalise peut-être, mais moi j'ai pas, à date ça fait que 5 ans que je suis là, et ces 5 années ont été 5 belles années, 5 belles expériences. C'est sûr que les 2 premières où tu étais ici, c'était assez tranquille, merci, comme vie, là. On était tous en confinement. C'est ça a été dur parce que tu connais personne, oui, c'est clair. T'as personne à qui parler, tu sais pas où aller pour chercher un peu de réconfort. Qu'est-ce qui a été votre bouée pendant ce temps-là? Je t'ai jamais posé cette question-là. L'ancrage familial, je pense qu'on s'est retrouvés tous les 3. Ça a renforcé notre proximité, ça a renforcé le projet. Et malgré cet éloignement difficile à vivre avec nos familles, on était convaincus que notre place était ici. À aucun moment, on s'est dit, on va repartir, on va faire les valises. Ça, c'est incroyable. Ça montre à quel point le gut feeling était le bon de venir ici. C'est ça. Et puis, on est passé à travers. Ça a été dur, hein? Ça a été dur, mais on est là et on est heureux. Marinette, on va poursuivre l'entretien dans quelques instants avec un entraîneur. Je connais pas son nom. Je sais pas combien de temps tu as passé avec lui, mais j'ai comme le feeling qu'il y a eu un point de bascule lorsque tu l'as rencontré. On en parle dans quelques instants. Au fond des filets, le podcast. Toujours en entretien Au fond des filets avec Marinette Pichon. Marinette, j'oublie t'as quel âge, mais tu te promènes avec ta mère. Tu vois un entraînement, si je me trompe pas, de garçon. Puis tout d'un coup, il y a un entraîneur qui dit, toi, ta carrière de joueuse de foot commence aujourd'hui. te donne un dossard. Un chasuble. Je m'habituerai jamais à dire chasuble, donc merci de me laisser dire dossard. Puis je t'écoutais parler de cette rencontre-là. L'entraîneur s'appelait comment? Te souviens-tu? Patrick. L'entraîneur? Oui, Jean-Claude Richel. Et ce qui t'a marqué de ça, c'est l'absence
de préjugés ou d'a priori. C'est tu veux jouer, viens jouer. Est-ce que tu penses des fois au point de bascule que ça représente parce que tu es avec un autre entraîneur, tu peux être instantanément infecté parce que ce coach-là aurait pu penser du foot féminin, alors que toi, c'est la trajectoire complètement inverse. J'y pense régulièrement. Et quand je me couche le soir, je me dis... T'avais quel âge? J'avais 5 ans. Oh. C'est jeune quand même. Là. C'est impressionnable dans les deux sens. C'était fou. En fait, je crois aussi qu'il y a 2 personnes à souligner dans ce cas-là. Il y a forcément Jean-Claude et puis il y a ma mère, Carmen. Parce que ma mère m'a laissé l'opportunité de prendre ce dossard et puis d'aller sur le terrain. Et lui, il m'a ouvert les bras en disant, voilà... On s'en fiche, viens. Et il a passé le message d'une telle clarté auprès des jeunes joueurs, des joueurs pardon, de mon âge. Il ne pouvait pas y avoir de doute. Non, ça a été plus dur quelques semaines après avec les parents. Quand les parents sont approchés ma mère, et ma mère leur a dit, écoutez... Les parents des autres des joueurs. Autres enfants, en disant, mais voilà, pourquoi sur le terrain, c'est une fille, elle ne devrait pas... Puis ma mère est en cache quand même, un peu comme sa fille. Enfin, je suis comme ma mère, je devrais dire d'ailleurs. Elle a dit, ma fille a envie de faire du foot, et on va lui laisser faire du foot. Voilà. Elle aurait fait de la majorette, je l'aurais emmenée à la majorette, mais elle veut faire du foot. Et puis ça a été terminé. Depuis... On n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. Et ça a commencé comme ça, parce que Jean-Claude a ouvert la porte, a cassé ses préjugés, m'a laissé aller, et puis m'a invité à revenir. Et j'y suis revenue, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et je me suis développée, je suis devenue un peu la coqueluche de cette équipe masculine, puis du club, puis j'ai eu la chance, grâce à lui, et uniquement grâce à lui, de faire une carrière. Parce que quand j'arrive à ce moment-là, il n'y a rien qui prédit qu'il va se passer tout ça derrière. Mais quand je raccroche les crampons à 16 ans, parce que je ne peux plus bénéficier de dérogation, c'est lui qui va chercher... Pour jouer avec les garçons. C'est ça. C'est lui qui va chercher un club féminin. C'est lui qui, force le destin pour m'emmener sur ce chemin doré. Tu fais bien de souligner ta mère aussi, parce que pour ceux qui connaissent ton histoire, ça a été une enfance plus que tumultueuse avec ton père, qui avait des gros problèmes de violence à la maison. Tu as fini par aller au tribunal pour faire face à ton père et l'amener à lui faire face à la justice. J'ai l'impression, chaque fois que je plonge dans ton histoire, Marinette, il y a des affaires absolument extraordinaires qui te sont arrivées. Mais il y a aussi des moments qui, à la pièce, pourraient définir la vie de quelqu'un. Puis toi, c'est comme si tu en avais vécu pour une dizaine ou je ne sais pas dans quelle religion il faudrait se plonger, là, pour peut-être dans la religion des chats et du nombre de vies. Mais toi, tu as comme été capable de passer à travers ces étapes-là. As-tu l'impression que c'est parce que... Non, c'est vraiment bizarre de dire ça, là, parce qu'il n'y a rien d'équilibré dans une vie familiale violente, mais quand tu faisais l'inventaire des trucs, tu arrivais quand même juste assez dans le vert pour continuer? Je crois que le football est tombé au bon moment. À l'âge de 5 ans, il me fallait un échappatoire, j'avais cet échappatoire. Donc j'allais à mes entraînements, j'allais à mes matchs, j'étais contente, je me vidais. À ce moment-là, ma tête, elle était consacrée pleinement au terrain. Pour sortir de la maison. Voilà, pour sortir de la maison et ne pas entendre tout ce qui se passait, ne pas voir ce qui se passait. Et puis, je pouvais rien faire d'autre à part subir ce qui se passait, comme ma mère et ma sœur à la maison. Cet âge-là, oui. Donc on subissait, et année après année, il fallait qu'on aille à travers ces différentes choses jusqu'au pire. Mais je me dis aussi, avec le recul aujourd'hui, je me dis, et je me l'ai toujours dit à partir de 19-20 ans, que j'ai mon histoire, elle est singulière, et en effet, il s'est passé tellement de choses dedans qu'on pourrait dire, oh, mais quand même, t'as pas été... Non, mais j'ai été chanceux. Je me dis aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par des moments bien douloureux aussi, qui restent encore douloureux aujourd'hui. Donc je me dis... Ou qui n'en sont pas sortis. Ou qui n'en sont pas sortis. Donc je me dis... Il y a toujours plus heureux, puis il y a toujours plus malheureux. Donc moi, j'essaie toujours maintenant de voir le côté, oui, je suis passée à travers ça. On en est sorti parce que ma mère et ma sœur et moi, on a réussi à en sortir. Et c'est une fierté, mais c'est pas ce qui me caractérise au final. Je me dis, ok, c'était
Il fallait passer par là pour être la personne que je suis. Et grâce à ça, je suis devenue une bonne personne. Quelqu'un qui sait écouter, qui sait partager, qui sait encourager, qui sait soutenir, qui n'a pas peur de s'entourer des meilleurs. J'ai pas d'ego. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait une carrière que j'ai fait. J'ai plus rien à prouver. Ce que je veux prouver, c'est qu'on peut tous avancer ensemble. Et que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie professionnelle, je suis quelqu'un qui aime partager. J'aime valoriser. Parce que si on se valorise les uns les autres, le succès collectif va arriver. Mais si je travaille pour moi, me dire « Oh, mais non, ça va pas de bon sens, déjà d'une, et puis ça rimera à rien. » Donc à partir de là, c'est comme ça que j'ai décidé d'avancer dans la vie. C'est fascinant parce que à chaque fois que je te parle, puis j'ai l'occasion, comme je le disais, de replonger dans ton histoire, c'est inspirant. Mais à chaque fois, je me dis... Est-ce que cette idée-là de voir chacun, on va les appeler des embûches, là, mais c'est beaucoup trop faible dans certains cas comme mot, de les prendre comme des challenges, est-ce que ça a toujours fait partie de ton mindset ou est-ce qu'à un moment donné, Ingrid, ta femme, a subi un accident, est en chaise roulante, vous arrivez au Canada, c'est la pandémie qui frappe. Tu vas jouer quelques années aux États-Unis, la Ligue ferme, tu es en équipe nationale. Je me fais sanctionner. Tu te fais sanctionner. Y a-tu un moment où tu te dis, OK, les challenges, c'est bien, mais là, il y en a assez. Tu te fous de ma gueule? Il y a des fois, j'en ai ras-le-bol. Mais tu sais, ça va être l'histoire de quelques heures. 2, 3, 4, 5 heures, une journée, puis... C'est réduit à ça maintenant? Aujourd'hui, j'ai plus de bas comme ça où je me disais ah ouais non maintenant c'est j'avance. À chaque problématique une solution. Donc je suis en mode solution tout le temps et ma femme m'a beaucoup aidé pour ça parce que ma femme c'est quelqu'un de tellement résilient que tu la vois, tu dis ok elle me donne des leçons à chaque jour. Et on s'influence comme ça l'une et l'autre. Donc c'est chouette. Mais tu sais pour arriver à cette plénitude-là, il a fallu passer par des tas de choses. Il a fallu passer par des psys, des soutiens. Et puis après, tu trouves un équilibre en disant « Waouh, la vie est belle, il y a pire, il y a mieux, mais moi, je suis quand même contente. » Et puis si c'est bête à dire, mais je te promets, Olive, que si c'était à refaire, je voudrais la même vie. Tu changerais rien? Je changerais rien parce que je ne serais peut-être pas aussi bien une aussi bonne personne. Ouais. Tu sais, mine de rien, quand tu passes à travers ces difficultés, ça te renforce dans les différents secteurs. Moi, ça m'a renforcé du côté émotionnel. J'ai souffert du manque d'amour de mon père. Ok, j'ai développé ça d'un autre côté. Puis je me suis ouvert aux autres. Tu sais, j'ai pris des claques aussi, parce que des fois, je me suis un peu trop ouverte, puis on en a profité. Mais voilà, le travail sur le terrain, c'est ce que j'ai pu transposer dans la vie professionnelle, amener dans les bureaux ou autre. Donc, ça m'a aidé, ça m'a forgé en tant qu'athlète de haut niveau, en se disant, quand je viens, tu es à l'heure. Quand tu commences un match à 15h, tu ne peux pas arriver à 15h05 à ton match. Donc, au bureau, tu arrives à l'heure. Et je pense que toutes ces adversités-là, en fait, ont construit ma personnalité. On construit l'être que je suis aujourd'hui, on construit la femme que je suis, on construit l'amie que je suis, on construit la conjointe que je suis et la mère que je suis. Donc, rien que pour tout ça, je ne voudrais pas changer, je ne veux pas changer, non. Comment tu transposes ça maintenant dans ton travail de directrice sportive, parce que tu vas travailler avec des jeunes femmes. Certains vivront de l'adversité, en auront vécu. Pour d'autres, c'est plus des allures de fleuve tranquille, puis peut-être que ce sera dans les décennies qui viendront que leurs challenges respectifs arriveront. Mais comment tu rends ça dans les systèmes que tu vas mettre en place pour t'assurer que quelqu'un qui a besoin d'aide en a, quelqu'un qui a besoin d'un coup de pied au derrière le reçoit aussi? Est-ce que, je ne sais pas où tu en es rendu dans cette réflexion-là, mais comment tu entrevois ça pour la Super Ligue du Nord avec l'équipe qui s'en vient l'an prochain? Je pense que avant tout, on doit toujours considérer
la femme, la jeune femme, l'être humain, que ce soit dans le staff, dans les joueuses. Donc pour nous, il va être important de créer ce lien de relation et que chacune d'entre elles et chacun d'entre eux, au sein du staff, puisse se sentir à l'aise de venir parler de quoi que ce soit. Que ce soit quelque chose qu'ils ont envie de partager, un petit pépin à la maison, un petit souci de santé, un problème à l'école avec leur enfant, les filles, un problème avec leur conjoint ou conjointe. Je veux qu'elles se sentent à l'aise. Donc on a la chance, c'est qu'on est en train de valider des recrutements qui comprennent deux positions. C'est-à-dire qu'on veut toujours qu'il y ait un adjoint ou une adjointe complété de quelque chose pour amener une expertise aux joueuses. Donc si on a un complété adjoint, dans la même personne. Voilà, cette personne-là a un rôle supplémentaire. Exactement. Si on a un adjoint ou une adjointe, elle va être, il ou elle va être adjoint et responsable de la performance. Si on a une gardienne, entraîneur des gardiennes, elle va être coach des gardiennes et adjointe en charge, par exemple, de la ligne défensive, de la cohésion entre le gardien, qui est souvent le rôle isolé, avec la ligne défensive. Donc, et puis on va avoir un adjoint avec un préparateur et responsable de la prépa mentale et de la culture. Donc on va avoir différentes personnes qui vont avoir cette capacité à être ouverts et à s'ouvrir. À couvrir les angles. Exactement, aussi. À s'ouvrir aux autres pour écouter et pour trouver les mots. Est-ce qu'on va être de bons conseils? Non. Mais est-ce qu'on pourra partager nos expériences de vie? Oui. Et des fois, dans certaines expériences de vie, tu retrouves quelques similitudes que tu peux t'appliquer ou que la joueuse ou le collaborateur pourra s'appliquer. Donc, c'est pas d'être là et de dire « moi, j'ai les réponses à tout ». Parce que déjà, je pense il faut être les pieds sur terre et être humble, c'est pas le cas. On apprend tous des uns et des autres et moi j'ai aucune prétention et mon staff n'a aucune prétention de dire qu'on connaît tout sur tout. Par contre, on va faire notre maximum pour mettre nos joueuses et notre staff dans les meilleures conditions et qu'ils puissent se sentir dans un environnement de travail comme chez eux. C'est du plaisir, du bonheur. La notion de plaisir dans un milieu professionnel exigeant est importante. Ton chez-toi a quand même changé, hein, pour qu'aujourd'hui, tu te dises on veut que les filles se sentent comme chez elles. Ça montre le parcours que tu as fait, toi, parce qu'on s'entend qu'à 15 ans, tu n'aurais peut-être pas dit la même chose. Non, j'aurais été plus agressif peut-être dans les termes, certainement. Aujourd'hui, on a la chance d'être ses porte-parole, donc il faut bien utiliser cette opportunité et respecter les joueuses. Moi, c'est un mot que j'utilise souvent, mais le respect, c'est la base de tout. C'est la base de la relation qu'on va créer sur le terrain, c'est la base de la relation qu'on va créer sur le staff. Avec le staff, c'est la base de la relation qu'on a créée, qu'on continue de créer avec nos propriétaires, avec ma présidente. Et c'est la relation qu'on veut créer avec nos fans, avec nos supporters, avec les médias. On veut vraiment aller vers ça, vers le respect. Et c'est important que tout le monde, dans ce mot, puisse se sentir considéré. Parce que c'est le cas. On n'est pas en train de faire du sectoriel, à dire à toi. Non, on veut vraiment être inclusif et à travers ce seul et unique mot de respect, on le saura. Tu n'auras pas toutes les réponses, mais tu vas quand même devoir en fournir comme directrice sportive. Les médias, tu appréhendes ça comment? J'appréhende ça assez naturellement, déjà d'une parce que j'ai une expérience, que je peux partager cette expérience. Deux, parce qu'on est une ligue naissance, donc je sais qu'il y a de la bienveillance, qu'on va nous laisser le temps, comme on laisse le temps aussi à la ligue de hockey féminine pour se développer. Donc je crois que les médias et toi et vous avez un rôle essentiel dans ça. C'est de nous accompagner, de nous faire confiance. Est-ce qu'on va être au niveau de la NWSL ou même du championnat français dans 3 ans? Non, on ne va pas se leurrer. Il va nous falloir grandir, il va falloir développer cette culture, développer cette identité de jeu avec les profils qu'on aura pu faire signer. Et ensuite, on va grandir. Évidemment, on répondra aux médias et on n'aura pas de langue de bois, on dira les choses comme elles sont, avec beaucoup de respect, parce que ce qu'on veut, c'est créer une vraie relation. Si on vous donne de la matière, vous viendrez. Si on ne vous donne pas de matière, vous ne viendrez pas et vous nous délaisserez. Donc l'objectif, c'est d'être dans la collaboration. J'ai l'impression que tu pourrais donner un petit cours un peu partout sur le continent, à bien des clubs. Marinette, on va faire une courte pause dans un instant. On va revenir avec la fin de l'émission, mais tu parlais de ce que tu as appris sur la gestion des émotions. Écoute, à mon humble échelle, très humble, ça m'a fait penser
au moment où, quand j'ai commencé à travailler dans les médias, j'ai rencontré ma femme. J'allais jouer dans des ligues de garage le soir. Puis un jour, ma femme qui m'a jamais connu à l'époque où je jouais de manière sérieuse. Puis un soir, je suis revenu puis elle a dit « Mais pourquoi tu vas là? » Je dis « Ben, parce que j'aime ça. » Elle dit « Ouais, mais tu reviens tout le temps frustré. T'es tout le temps fâché. » Puis ça m'a pris un peu comme une claque au visage parce que je me suis rendu compte que je retombais dans les émotions auxquelles j'ai carburé quand je jouais ou quand je coachais à un niveau intéressant. Est-ce que tu appréhendes un peu ça, ce que ça peut faire de retoucher au très haut niveau pour les émotions que tu gères mieux maintenant et c'était peut-être moins le cas dans le temps? J'appréhende pas du tout. Pourquoi? Et je vais être très, très, très sincère avec toi parce que pour moi, on a le droit à l'échec. On a le droit à l'échec, les joueuses ont le droit à l'échec, donc on a le droit d'avoir des émotions qui sont contrôlées, moins contrôlées, et ça fait partie de l'être humain. On aura beau avoir cette ligne directrice, parfois il y aura des émotions qui vont laisser transparaître autre chose qu'on voudrait, mais c'est comme ça, et je suis pas vraiment inquiète sur cette partie émotionnelle parce que j'ai confiance dans mes joueuses, c'est mes filles, celles avec qui on décide avec qui on a décidé, avec qui on va continuer et avec celles avec qui on veut continuer l'aventure et débuter et continuer l'aventure. Je leur dis toujours, vous savez, dans la vie, on a le droit à l'échec. Et l'échec, pour moi, c'est pas un échec, c'est des expériences. Donc, je veux que vous soyez sereine. Et avec Robert, on a vraiment cette même approche. Mais c'est pas que moi, c'est vraiment le club. Je vois ma présidente, quand on discute, quand on fait des points sur nos dossiers, c'est tellement bienveillant que tu dis OK. Et ça déteint, en fait, sur toutes les personnes. Et donc, non, je suis pas inquiète. Et c'est pas complaisant pour autant. Non, parce qu'elles ont le droit. Et puis, on va avoir un groupe à gérer, des filles, tu vois, qui vont avoir moins de 18 pour certaines, et puis 34, 36, 40 peut-être. J'ai vraiment la fourchette haute. Mais donc, les émotions et la maturité de ces émotions vont être différentes. Tout à fait. Donc, à partir de là, moi, je dis, quel que soit l'âge, quelle que soit l'émotion, laissez-la transparaître. Bon, tiens, sur ces paroles philosophiques, on fait une dernière pause. On revient avec Marinette Pichon pour la conclusion de Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. On poursuit avec une Marinette Pichon à qui je dois offrir mes excuses. Marinette, t'as fait l'erreur de regarder tes courriels. Là. C'est le temps d'une pause, puis c'est déjà... le feu est pris ou il y a un intérêt monstre d'un paquet d'agents qui veulent savoir ce qui se passe en 2025 à Montréal? Ben, c'est ça, il y a de l'intérêt, et puis il y a les dossiers en cours, il y a le recrutement des filles, le recrutement du staff, donc forcément, il y a des annonces de processus qu'on met en place aussi, donc c'est vraiment top. Enfin, pour être honnête, si je devais utiliser un mot et un seul mot, pour cette aventure à date, ce serait galvanisant. Donc, bon, là, il va falloir que tu m'offres soit la définition... Galvanisant, c'est quelque chose qui te prend, qui t'embarque. Mais pour toi ou pour tout le monde? Pour moi. Pour toi? Pour moi, c'est galvanisant. Je pense qu'on est à peu près dans la même dynamique, mais que le mot ne serait pas le même, probablement. Mais ouais, moi, j'aime ça. Ça te prend, quoi. T'étais à Paris cet été pour les Jeux? Oui. Est-ce que tu étais là pour discuter avec des gens ou tu étais là pour regarder? Les deux. Les deux. J'ai eu la possibilité de voir une partie du tour préliminaire. J'étais à Bordeaux, j'étais à Nantes. As-tu vu des drones passer? Non, moi, j'ai pas vu. Hein. j'ai pas vu, j'ai entendu. As-tu été sollicité pour ça, quand il y a eu l'histoire? Oui. En France, ça aurait pu être un réflexe de te demander. Oui. Après, par respect, j'ai préféré ne pas me positionner, et puis c'est pas quelque chose qui me regarde, ça appartient à la à la fédération canadienne, donc voilà. Ton pitch de vente, je comprends que si tu vas après une joueuse désignée, parce que vous allez avoir accès, il va y avoir 6 clubs l'an prochain dans la Ligue, 23 joueuses dans l'effectif. Est-ce que vous êtes obligé de remplir les 23 maillots? Non. 7 joueuses internationales au maximum. Les Américaines sont internationales? Oui. Tout ce qui est hors passeport et résidence canadienne sont considérées internationales. Donc, une résidente permanente est considérée canadienne. 1,5 million en budget. Oui. Ça, c'est sans compter la joueuse désignée que tu peux payer 3 millions si 3 millions et demi. Si tes propriétaires en ont envie. Je dresse ce portrait-là parce que... Mes propriétaires et mes investisseurs. Oui, exactement. Parce que c'est toute une belle famille derrière ça. Une belle famille de portefeuille.
je dresse ce portrait-là parce qu'essayer de convaincre quelqu'un de quitter l'étranger et de s'en venir ici, ça a un prix. Une joueuse désignée a un prix aussi, mais ton pitch de vente de base, là, viens jouer à Montréal parce que ça ressemble à quoi? Déjà, il y a les valeurs, les piliers du club. On partage la politique sportive, on montre les différents piliers. Donc, il y a les valeurs, il y a le développement, la performance, l'aspect philosophie de jeu, la tactique et ensuite la belle ville. La belle ville de Montréal, parce que Montréal reste une ville extrêmement attractive, où le coût de la vie reste quand même accessible, où tu peux sortir le soir en toute sécurité. Donc, ce sont dans un premier temps les approches. Puis après, on passe à travers les développements, les différents piliers que je viens d'énoncer. Ensuite, il y a forcément un partage de notre identité de jeu, de là où on veut aller, de comment on veut y aller. La rencontre avec le coach, la philosophie, savoir si les joueuses accrochent, si elles aiment. Souvent, ça se fait rapidement quand tu vois au début d'un entretien avec une joueuse, si elle commence à sourire, si elle acquiesce de la tête, ça veut dire qu'elle embarque un peu dans la présentation, dans les présentations diverses. À l'inverse aussi. À l'inverse, quand tu vois qu'il y a mais il y a aussi des personnes, des joueuses qui ne manifestent aucun mouvement et puis qui sont tout autant emballées à la suite de ça. Mais donc, ça, c'est les bonnes négociatrices. Ouais, c'est ça, c'est poker face. Exactement. Ouais. Aimes-tu ça négocier? Ça fait partie du job. C'est pas ça que je t'ai demandé. Oui, je pense que... Tu sais pourquoi j'aime négocier? Parce que pour moi, c'est important. Je peux partager mon expérience. Regardez, moi, j'ai été pro. Au final, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui sont en poste au sein de la Ligue et qui ont été professionnelles, si on regarde bien. Tout à fait. Donc, j'ai toute cette expérience, tous ces acquis qui me permettent de pouvoir... mettre un peu plus de piment dans la discussion et dire voilà, déjà quand tu donnes ton CV, j'ai été en équipe de France pendant 14 ans, j'ai marqué un nombre X de buts, j'ai été la première joueuse française à signer un contrat professionnel, et puis je pourrais continuer, j'ai un film, j'ai un livre, j'ai une carte FIFA maintenant, te rends pas compte sur le jeu 2025, my God. Et puis en fait, elles ont fait tout le travail en amont. Donc je leur demande, est-ce que vous me connaissez? Parce que du coup, ça coupe bien 5-7 minutes de présentation. Et tout... et c'est réciproque. Ce respect est réciproque. C'est intéressant parce que tu fais la nomenclature, tu énumères tout ce que tu as fait. On pourrait juste arrêter là, fermer les livres, puis surfer là-dessus si on en avait envie, faire des tournées, des conférences, etc. Pourtant, tu te caches pas du fait que c'est assez récent être capable de dire « je suis fier de moi ». Te souviens-tu du premier moment où tu l'as non seulement dit, mais cru et assumé? Ça date de très peu d'années, en fait. Hein. Je pense que... 10, ouais, à ce point-là? Ouais. Je pense qu'avant de partir de la France, j'irais peut-être 6 ans. 6-7 ans, wow. Ma femme m'a dit, tu sais, vraiment, tu peux être fier de toi. Et c'est comme si... des fois, je roulais un peu les mécaniques à la maison, j'étais contente et tout, mais jamais je l'aurais fait devant qui que ce soit. Et puis, un jour, ma femme m'a dit, non, tu peux être fier de toi. Et je me suis dit, ouais, t'as raison, je peux être fier de moi. Et je crois que ça a fait comme une espèce de déclic. Ouais, je suis fier de moi aujourd'hui, du parcours, de ce que j'ai réussi à créer. Sans cette prise de conscience-là, avant de quitter la France, est-ce que tu acceptes qu'on fasse un biopic sur ta vie? C'est sorti l'an dernier? Non. Non, parce que... Et tu sais que c'est ce qui s'est passé lors de la première rencontre avec le livre qui a découlé sur le film. Je lui ai dit, mais vous pensez vraiment que ma vie, elle va intéresser quelqu'un? C'est vraiment... Et puis... c'était au téléphone. Ça fait près d'une heure qu'on jase. Là. Ouais. ça fait... tu sais, au téléphone, ça faisait laissez-moi le temps. Permettez-moi de déjeuner avec vous. Ouais. Et il avait commencé au bout de 20 minutes pour le livre. J'avais embarqué. J'ai dit, OK, par contre, je veux qu'on dise tout. Ouais, voilà, je veux pas qu'on épargne des sujets. Je veux que ça serve. Et puis après, le livre, il y a eu le film. Je me dis, waouh, on va où là? Et puis de voir le film à la télé, tu pleures et là tu te dis, ouais, c'était lourd quand même ma vie. Et les gens à chaque fois qui venaient me voir après le film disent,
Oh là là, je vous admire, vous êtes passé à travers tellement de choses. Ben, la scène de ton père qui, avec un couteau... Course ma mère, ouais. Et ça, c'est véridique. En plus, tu vois, c'est pas juste pour faire vendre. C'est vraiment produit, quoi. On a vécu, et encore, on aurait pu rendre le truc plus dramatique si on avait voulu, en allant encore plus dans les scènes de vie qu'on a traversées. Mais moi, je veux pas que les gens pleurent derrière ça. C'est ma vie, je suis passée à travers, c'est celle de ma mère aussi, celle de ma sœur, donc il y a quand même une forme une forme pudique derrière ça. Mais ouais. Ça t'a quand même propulsé, je présume. Je pense que c'est différent. Je pense que ça n'avait pas été le cas. Je présume qu'à quelque part, ça a été un carburant aussi pour t'amener à te dépasser sur le terrain, qui au départ était un exutoire, mais après, tu as la performance qui embarque, puis il y a une validation qui l'accompagne aussi. Tu as été longtemps meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. On le disait en début d'entretien, Eugénie Le Sommer t'a battu. Est-ce que Gère en disant que si ça avait été quelqu'un d'autre, tu l'aurais un peu mal pris? Que quelqu'un batte ton record. Et là, c'est l'ego que je vois très positivement chez les attaquantes, mais ta relation avec elle fait en sorte que, bon, OK, je te le donne. Ouais, ben, c'est pas je te le donne, c'est qu'elle le mérite. Ouais, c'est ça, tu l'as mais pris. Elle me l'a pris. Non, mais honnêtement, Génie, c'est une joueuse que j'apprécie humainement, que j'apprécie sur le terrain, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de moi en elle, dans sa façon de frapper les ballons, dans sa façon de se déplacer, dans les opportunités qu'elle se crée, les gestes de folie qu'elle est capable de réaliser avec le sombrero, la reprise de volée. Voilà. C'était ta marque de commerce d'ailleurs, la reprise de volée. La reprise de volée, c'était vraiment, on m'appelait la pichonnade. C'était assez phénoménal. Mais non, je suis vraiment fière que ce soit elle, mais vraiment, il y a une vraie émotion derrière ça. Et j'étais encore vraiment, je me dis, c'est une bonne personne. Quand elle a battu mon record, elle a signé le maillot, elle me l'a envoyé par la poste, avec une petite dédicace. Ouais. Wow. Et ce maillot, il trône dans mon bureau à la maison. Ouais, il y a quelque avec chose, une petite carte en disant, je suis fière d'avoir pu suivre tes traces. Voilà, ça donne des frissons. Et là, tu te dis, OK, c'est une belle personne, vraiment belle. Parlant de belle, bonne personne, mais qui a de la personnalité, qui a du caractère, qui marque des buts, la question qui tue, Evelyne vient, est-ce qu'elle s'en vient à Montréal? En fait, de manière plus large, je présume que tu contactes toutes les Québécoises pour savoir quel est leur intérêt. Il y a des questions contractuelles. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez prendre des filles en prêt qui sont dans des clubs en Europe? Oui? Absolument. On a la possibilité, en effet, de prêts. Des prêts qui seraient pour une partie de la saison ou la saison, puis après, les filles retournent. C'est ça. Après, c'est des ententes qu'on doit avoir avec les clubs respectifs, les deux parties, puis la joueuse, parce qu'on prend aussi, évidemment, en considération que c'est important que la joueuse soit au cœur de ces échanges pour avancer. As-tu pris des cours d'italien? Pour parler avec la Roma? Je commence. Non, mais avec Evelyne, enfin voilà, c'est pas un secret. Oui, on échange avec Evelyne. J'étais encore en message avec elle ce matin, avec Vanessa, Grégoire, avec Gabriel à travers leur agent, avec l'idée que ce soit Amandine Pierre-Louis, que ce soit Marie-Yasmine, Lidou, c'est des noms qu'on veut ramener, on ne se le cache pas, on veut les ramener. Après, il y a aussi pour elles des enjeux sportifs qui sont considérables, tout simplement, parce que ça ne se dit pas considérable. Considérable, Hey, c'est toi qui m'as dit que le français c'était ton point fort. Moi, je t'ai sorti mes maths en début. Des enjeux considérables. Est-ce qu'on peut regarder ou pas? Non, parce qu'on va la refaire. On va faire un tour sur Google, Jacob. Vas-y. Moi, je dirais un enjeu considérable, des enjeux considérables. On va donner la réponse sur Twitter pendant que Jacob est en train de chercher. Bref, tu fais le tour des joueuses. Est-ce que financièrement, tu es dans une position pour rendre ça attractif? Je connais pas la réalité d'une paye européenne. On est attractif parce que le salaire moyen, par exemple, d'une joueuse en D2, D1, c'est 1800 euros brut mensuels. Alors, on est compétitif. Okay. On est vraiment compétitif.
Considérable. Alors, on la refait, alors. Non, on refait non, pas si, ça. si, non, on la refait. Marinette. T'as pas le droit. Marinette, t'as pas le droit de me dire il faut avoir le droit à l'erreur, puis après, on veut recommencer, puis faire de l'editing. Ben oui, mais j'ai vraiment merdé, là. Ben, c'est pas... mais ça, c'est un aspect qui m'a surpris, puis on va peut-être conclure là-dessus. Quand on a parlé du salaire moyen qu'on voulait offrir aux joueurs, je me suis dit, oh, OK, c'est une équipe d'expansion avec, entre guillemets, seulement 6 clubs, mais à Montréal, on ne veut pas que l'aspect financier devienne le premier sujet de discussion, comme c'est le cas en CPL, par exemple. Il y a des salaires qui sont largement en bas de ça. En Canadian Premier League, pour toi, comme directrice sportive, je présume que ça enlève un certain fardeau ou ça donne un atout? Ben, ça... Oui et non. Oui, ça donne des avantages, ça appuie ta position, mais moi, ce que je dis à mes filles, c'est mes filles, je vais en prendre soin, c'est avant toute chose qu'elles ne doivent pas signer pour un contrat, mais elles doivent signer pour une carrière. Tu vois la différence? Il y a le contrat, c'est de l'argent, c'est de la monnaie, c'est... Voilà, ce qui peut être, compréhensible. Par contre, moi, je préfère quand elle me dit, moi, je veux faire une carrière, je veux signer pour ça, je veux signer pour le projet. L'approche est différente. Donc oui, on est compétitif, mais les enjeux, ce que je te disais, par exemple, avec Envin, avec Vanessa, avec les filles, c'est qu'à un moment donné, le niveau de jeu, elles compétitionnent dans la Ligue des Champions. En Champions League. Aujourd'hui, on n'a pas encore ça. Non. Tu vois, ça va venir, mais on n'a pas ça. Donc, c'est de trouver les arguments qui vont aller les chercher au fond du cœur sur ça, en disant, vous avez fait une sublime carrière, vous avez œuvré à ce développement, vous avez confronté la fédération pour avoir de l'égalité salariale. Vous devez faire partie de cette aventure. Alors, de préférence chez nous, à Montréal, que dans d'autres clubs. Il y en a 5 autres, j'espère. J'espère un peu comme on avait comme discussion avec Ali Gerba sur Mathieu Choignard. J'espère que si tu reviens en Amérique, ça va se passer chez nous. Bref, c'est le message que tu envoies. Marinette, j'aurai encore des questions pendant des heures, mais on a 2 impératifs, les 2 étant des impératifs de temps. Le temps nous manque pour l'émission et ton parcomètre a besoin d'être libéré ou ton espace de stationnement, parce que j'assume pas de te coûter un billet de stationnement sur la rue Laurier à Montréal. Blague à part, je te souhaite à toi, à toute l'organisation, j'ai très hâte de voir début octobre à quoi va ressembler l'image de marque, le nom de cette nouvelle équipe de Super Ligue du Nord à Montréal en 2025, mais je suis certain que c'est une belle et longue aventure qui commence et je pense qu'il n'y avait pas meilleure personne que toi comme directrice sportive. Merci beaucoup. Ben, merci à toi pour l'accueil et puis surtout, voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous le 8 octobre parce qu'il y a une belle annonce à venir et puis merci pour nous donner cette belle vitrine. J'ai confirmé ma présence, je confirme.